question directe. Bienvenue à ITV qui reçoit aujourd'hui M. Thierno-Niane. Thierno-Niane est ancien directeur général de la CDC et ancien coordonnateur de la politique économique au ministère des Finances du Sénégal. M. Niane, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans une alternance. Bientôt 100 jours que le nouveau régime a pris le pouvoir au Sénégal. Comment se présente la situation économique du Sénégal? Pour répondre franchement à votre question, la situation économique du Sénégal est dans une situation difficile. Pourquoi? Une décennie de contracts marquée à la fois par une période de croissance positive, mais aussi des replis significatifs qui sont liés à la fois à des chocs exogènes, mais aussi, à mon avis, à des choix de politique économique inappropriés. Et on peut retenir, pour faire un bilan assez succinct, 3 points. Le premier, c'est incontestablement, on a remarqué une avancée significative en termes de bilan infrastructurel. C'est une constante, nous tous nous pouvons le remarquer. De ce point de vue-là, je pense que le Sénégal a fait un grand bond en avant, notamment en termes d'infrastructures routières et aussi en termes d'infrastructures de transport. Mais ce qui vient en parallèle, et qui me semble d'ailleurs un peu paradoxal, c'est que le cadre macroéconomique s'est dégradé pendant ces 12 dernières années, marqué notamment par une croissance économique modérée, de l'ordre de 5% par an, même si vous me direz que comparativement à la période antérieure, c'est-à-dire que donc de 2000 à 2012, elle était de 3%. Donc il y a eu une avancée, mais assez modeste. L'autre niveau d'analyse de ce point de vue-là, c'est le déficit budgétaire, qui est extrêmement élevé, surtout depuis 2019. Nous avons un déficit budgétaire en moyenne de 6%. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de maîtrise des dépenses publiques, mais le second problème, c'est aussi un problème de maîtrise de la dette. Donc peut-être nous y reviendrons en cours de débat. Mais pourquoi le cadre macroéconomique s'est dégradé au Sénégal? Pourquoi le déficit budgétaire s'est creusé? C'est dû à quoi? Oui, le déficit budgétaire s'est creusé pour, à mon avis, 2 raisons. La première, c'est d'abord, il y a eu une augmentation des dépenses et une hausse des recettes fiscales, mais de moindre envergure. Donc, il n'y a pas, comme vous le savez, en économie, c'est des équilibres. Les dépenses doivent être financées par les ressources budgétaires. Mais si ces ressources évoluent de façon moindre que les dépenses, vous voyez tout de suite, il y a un déficit qui se creuse. Est-ce que les dépenses étaient des dépenses utiles? Ça aussi, c'est un autre débat que vous posez assez pertinemment. Vous avez peut-être bien raison de le souligner, parce qu'effectivement, qu'est-ce que nous constatons dans cette période? La croissance a été portée par un niveau d'investissement assez fort, parce qu'en moyenne, c'était 1200 milliards par année dans ces 12 dernières années. Au total, il y a environ 14 000 milliards qui ont été donc investis. Beaucoup plus en 12 ans, beaucoup plus dans les infrastructures. Les infrastructures ont représenté près de 43% de ces investissements-là. Bon, donc au détriment des secteurs d'ailleurs beaucoup plus prioritaires tels que l'agriculture. Alors, mais qu'est-ce que nous remarquons durant ces 12 dernières années? Il y a eu 2 périodes. La première période, c'est celle qui va de 2014, donc au début du PSE, à 2019, qui coïncide avec le deuxième mandat du président Macky Sall. Dans cette période, les investissements, la hausse des investissements s'est traduite quand même par une hausse de la croissance économique. Parce que nous avons eu dans cette période-là une croissance moyenne de l'ordre de 6%. C'est dans la deuxième période qu'il y a eu des problèmes. Donc, de 2019 à 2023, ce que nous constatons, c'est qu'en dépit de la hausse des investissements, il n'y a pas eu une croissance qui a été générée derrière. Donc ça pose problème. Donc ça pose un premier problème qui vous rejoint, ça veut dire qu'il y a une question d'efficience des investissements. Donc ça, c'est évident. On n'a pas besoin de calculs beaucoup plus poussés pour le deviner tout de suite. Mais les poids pluies qui étaient là disaient que de 2019 à 2022, il y a eu la Covid qui a affecté beaucoup l'économie sénégalaise, qui a fait que les investissements n'ont pas pu... J'allais venir là-dessus. La Covid, en fait, en réalité, n'a affecté l'économie sénégalaise que sur 2 ans. C'est la période 2019 et 2020. Et là, on a vu effectivement une baisse de la croissance économique qui est allée même à 1,3%. Tout de suite après, il y a eu une année de rattrapage, donc où la croissance est remontée à 6,5%. Mais après, de 2022 à 2021, 2022, 2023, même 2024, les estimations qui sont donc à notre disposition laissent présumer une croissance
qui va tourner autour de 4,5%. Donc, En 2021, il y a eu les émeutes au Sénégal, il y a eu des casses, il y a eu des gens qui ont perdu beaucoup de milliards, parce qu'il y a des manifestations politiques. Il y a aussi des gens qui devaient investir, quand ils voient une situation d'instabilité, ils mettent pas l'argent. Mais pour autant, si on regarde le niveau des investissements, les investissements ont même été beaucoup plus importants dans cette période que dans la période antérieure. Mais où sont allés ces investissements? Justement, c'est ça qu'on doit déterminer. C'est pourquoi, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie d'un audit de la dette publique. Donc ça, je pense qu'il faut auditer la dette publique. Les gens disent que Macky Sall, quand il a été au pouvoir, de 2012 jusqu'à 2024, il y a eu 14 000 milliards de dettes. Où est passé cet argent? Une question qu'on se Je pose. pose la question. Oui, donc je veux dire 14 000 milliards de dettes, effectivement, vos chiffres sont exacts. C'est ça que c'est les chiffres officiels qui ressortent donc dans les différents bilans. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de comparer ce niveau d'investissement avec la création de richesses. D'abord ça, c'est le premier tableau de bord, n'est-ce pas? Mais si nous comparons les investissements par rapport à la création de richesses, comme je vous l'ai dit tantôt, nous voyons que la croissance, l'économie sénégalaise n'a pas été résiliente du tout. C'est-à-dire que dans la deuxième période, entre 2019 et 2024, nous avons connu une baisse de la croissance économique. Alors que c'est le contraire qui aurait dû se produire. Parce qu'on ne peut pas, justement, nous regardons qu'il y a dans la courbe, l'augmentation de l'investissement doit s'accompagner d'une hausse de la croissance. Ça s'est vérifié dans la première période, de 2014 à 2018. Là, ça s'est vérifié. Mais dans la deuxième période, cela ne s'est pas vérifié. Au contraire, depuis la Covid, le Sénégal n'arrive pas à avoir un taux de croissance de 5%, compte tenu de la parenthèse de l'année mais pourquoi de rattrapage. Pourquoi? Mais c'est là où ça dit que je veux dire que il faut qu'on regarde de très près comment ces investissements-là ont été réalisés. Bon, maintenant, vous savez, les investissements, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le montant global qu'on met là-dedans, est-ce que ce sont vraiment ces montants-là, c'est à prix coûtant? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que effectivement, quelles sont les entreprises qui ont réalisé les travaux? Bon, au Sénégal, bon, là aussi, on remarque que ce sont beaucoup plus les entreprises étrangères. Donc, ça veut dire qu'une croissance, je veux dire, exportée, comme vous l'avez dit, c'est l'expression que j'ai cherchée. Et ça, effectivement, on ne peut pas le ressentir comme si c'était une croissance, mais je veux dire que faite par les entreprises sénégalaises. Ça aussi, c'est un problème qui s'est posé par rapport donc au niveau des investissements. Mais est-ce le point de fond, comme l'ont dit certains qui étaient là, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été exécutés par des sociétés étrangères, mais de l'autre côté, les gens disent oui, les privés sénégalais, vous les donnez des marchés, ils ne les terminent jamais. Oh, ça, je pense qu'effectivement, le privé sénégalais doit faire beaucoup d'efforts pour être déjà à niveau. Bon, c'est vrai que... Et le privé sénégalais se plaint que l'État ne les accompagne pas aussi. Oui, mais l'État doit les accompagner. Moi, je pense que c'est le premier postulat qu'il faut poser. Parce que aussi, dans tous les pays, il faut favoriser son privé national. Y compris d'ailleurs le privé national dans tous les segments. De la presse, donc de l'industrialisation, du commerce, etc. Parce que c'est le privé national qui doit supporter et qui doit faire la création de richesses dans notre pays. Ce n'est pas au privé étranger. Sinon, tant que nous adosserons au privé étranger, mais bon, ça va être une croissance exportée. Et donc, en ce moment-là... Mais dans d'autres pays, par exemple, comme à Dubaï ou bien au Maroc, si vous voulez investir dans le pays, vous êtes obligé d'être avec un local. Est-ce qu'au Sénégal, on avait voté une loi à l'Assemblée nationale en parlant des PPP, en parlant des joint ventures qu'on doit mettre en place? Mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Même le contenu local a des problèmes. C'est ça. Ça dit qu'au Sénégal, effectivement, depuis quelques années, nous travaillons sur les jeunes ventures, les PPP, donc ça veut dire le partenariat public-privé. D'ailleurs, en parenthèse, c'est l'un des meilleurs procédés pour pouvoir justement régler le problème quelque part du déficit budgétaire. Parce que ça veut dire que l'État supporte tout l'investissement. Alors que si on avait de bons PPP, bon, l'État n'aurait pas supporté tout. Ils l'ont réussi dans quelques segments. Si je prends l'exemple du BRT, bon, ce même schéma aussi a été reproduit dans d'autres infrastructures, mais ce n'est pas, comme vous l'avez si bien rappelé, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, alors qu'il faut aller dans ce sens-là, ça pour mérite au moins de diminuer donc je veux dire que l'implication directe de l'État par rapport aux ressources publiques, d'autant plus que ces ressources se font de plus en plus rares. Oui, mais certains économistes disent que dans des pays comme le Sénégal, tout est prioritaire. En fait,
les gens ont beaucoup peut-être critiqué le fait qu'on ait investi beaucoup dans les infrastructures routières, avec le BRT, avec aujourd'hui peut-être le TER, certaines routes, autoroutes. Mais ils disent oui, mais il faut bien investir dans les routes pour que la production locale puisse acheminer dans les grandes villes. Et si on n'investit pas dans les routes et dans les autoroutes, les cultivateurs ne verront même pas de grains de riz quitter là où ils sont. Il y a des problèmes d'infrastructure qui se posent, de stockage par rapport aujourd'hui à l'agriculture. Il y a un problème de choix. Je pense que vous avez raison, mais justement, comme il y a un problème de choix, il faut savoir serrer les choix. Moi, je pense que c'est à ce niveau que le bas blesse. Donc, nous devons effectivement privilégier les infrastructures, mais pas au détriment, par exemple, aujourd'hui, c'est ma conviction, de l'agriculture. Nous devons aujourd'hui privilégier. Pourquoi il faut privilégier la transformation agricole, le secteur agricole? Parce que d'abord, même économiquement parlant, aujourd'hui, la plus grande partie de la main-d'œuvre est localisée dans le monde rural. Or, en économie, il y a une loi, la loi de développement économique, suit une certaine, absolument. Donc il faut développer, c'est avec le développement du secteur agricole que nous allons abonder le secteur secondaire. Mais là aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au Sénégal. Il y a des problèmes parce que c'est complètement islamique. Les fonciers qui se posent au Sénégal. Nos parents des Fouta, par exemple, ils ont des champs, ils ne les exploitent pas. Ben, si quelqu'un veut les exploiter, ils disent non. Il n'y a pas une formule qui a été mise en place pour permettre aux paysans de bénéficier de la terre tout en ayant un investissement privé qui les exploite. Oui, mais parce que là, je pense que depuis qu'on parle de la sécurisation foncière au Sénégal, il est grand temps maintenant, effectivement, que nous puissions avancer de ce point de vue-là. Des rapports ont été commandités déjà. Les paysans ont des terres, ils n'ont pas les moyens. Oui. Ceux qui ont les moyens n'ont pas de terres. Oui, vous savez, c'est pourquoi à l'époque, il y avait cette philosophie de Rampétienne, un peu. Donc ça veut dire que ceux qui avaient la terre la mettaient à la disposition donc, de ceux qui pouvaient l'exploiter, et après, les gens trouvaient une répartition équitable donc, de ce que ces terres pouvaient produire. Donc, parce que la nouvelle administration du Sénégal parle beaucoup de souveraineté alimentaire, d'agriculture. On voit le nouveau ministre déployer un peu partout au Sénégal, dans les contrées. Oui, c'est bien, mais on met quoi sur la table? Il faut aller, mais aujourd'hui, il faut aller vers la sécurité alimentaire. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que ça va nous permettre de régler deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est avec le développement de l'agriculture que nous pouvons résoudre le problème de l'emploi. Ça, c'est le préalable. Et deuxièmement, c'est avec le développement de l'agriculture que nous pouvons aussi satisfaire l'autosuffisance alimentaire. Or, la satisfaction de l'autosuffisance alimentaire a beaucoup de conséquences. Déjà, vous parliez de déficit budgétaire, mais en ce moment-là, le Sénégal réduirait d'autant, n'est-ce pas, ses importations en produits alimentaires qui sont aujourd'hui estimées à plus de 1000 milliards. C'est quand même énorme. Oui, 1070 milliards. 1070 milliards, vous êtes plus précis. Donc, je veux dire que c'est énorme. Donc, par conséquent, vous voyez déjà ce que cela peut nous permettre de générer comme économie. Donc, ça, c'est important et cet argent peut être affecté à autre chose. Mais deuxièmement, tantôt, on n'a pas terminé ce chapitre, c'était la baisse des produits de première nécessité. Si on avait cette autosuffisance alimentaire aujourd'hui, ça aurait été plus facile. Parce que nous avions l'occasion de produire ce que nous consommons. Et donc, en ce moment-là, c'est un peu l'exemple des Camerounais, des Ivoiriens. Les préalables ne sont pas là. Oui. Aujourd'hui, il y a la maîtrise de l'eau qu'il faut avoir. Oui. C'est important. Oui. Il faut avoir du foncier pour le faire. Il faut former les paysans et il faut être sur place pour mettre ça en charge. On a vu au Sénégal depuis 1960, on a mis en place la SAED qui a bon an, mal an aménagé quelque chose, la Sodagri. Oui. Mais tout ça, c'était prévu pour que le Sénégal soit autosuffisant. Oui, on n'importe toujours. Je vais emprunter à Mimi Touré sa fameuse phrase, il faut accélérer la cadence. Mais le problème, c'est là-bas le problème. Oui, comment accélérer la cadence? C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de théories dans ce pays, mais on n'applique pas. Mais il faut accélérer la cadence. Comment? Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle alternance doit se donner les moyens, effectivement, d'accélérer de ce point de vue-là la mise en place, donc d'aménager beaucoup plus rapidement les terres pour les mettre à disposition, de trouver, d'aller dans le sens de l'irrigation, donc pour là aussi, pour mettre à disponibilité l'eau, parce que ce sont les deux qui vont ensemble, donc la terre et l'eau. Mais on peut être rassuré de ce point de vue-là. En tout cas, c'est une priorité que je remarque qui figure dans le projet de la nouvelle alternance. Donc, occasion qu'ils vont s'y mettre très rapidement pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais c'est le préalable qu'il faut régler. Ça, je suis d'accord avec vous. En attendant, le Sénégal continue à s'endetter sur le marché international, à des taux peut-être souvent difficiles, parce que souvent en économie, on n'explique pas les choses en profondeur, tout en disant aux Sénégalais
les dettes que nous prenons, c'est vous qui allez les payer. On va augmenter les impôts, on va augmenter les taxes. Le Sénégal vit dans des situations difficiles aujourd'hui, la pauvreté grandit, on a construit beaucoup d'infrastructures, mais dans le même temps, le taux de pauvreté augmente au Sénégal. Vous avez raison, c'est un des indicateurs d'ailleurs qui font mal au Sénégal. Ça veut dire que aujourd'hui la pauvreté est estimée à environ 37, disons presque 38%. L'autre indicateur aussi clé de ce point de vue-là, c'est le chômage. Donc nous sommes les dernières statistiques publiées par l'ANSD donc hier, qui sont sorties aujourd'hui, je pense, dans les différents supports médiatiques. Donc c'est presque à 20% le chômage. Et ça touche beaucoup plus les jeunes entre 15 à 35 ans. Bon, donc ça veut dire que nous avons des problèmes de ce point de vue-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à trouver la véritable solution pour le chômage des jeunes. Ça, c'est encore une bombe à retardement. Il faut très vite aller dans le sens de résoudre ce problème-là. Donc, pour en revenir à l'endettement, tel que vous l'aviez dit tantôt, je voudrais d'abord rappeler le contexte de l'endettement depuis 2000, si vous le permettez. Bon, parce que aujourd'hui, la situation du Sénégal, l'endettement qui est estimé à 14 000 milliards, comme vous le disiez, mais si on fait le rapport ratio dette PIB, on est à 76,3%. Alors, pourquoi ce ratio est important? Parce que en 2000, alors lorsque le Sénégal était éligible à l'initiative pays pauvres très endettés, mais nous étions à 70%, 78%. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes quasiment revenus à la situation de l'an 2000. Vous voyez un peu. Donc pour dire comment nous avons traversé cette période de façon extrêmement négative. Bon, c'est vrai, les économistes, dont moi-même, nous disons que l'endettement est nécessaire pour pouvoir générer la croissance. Mais à condition que ce soit un investissement productif. Mais ce n'est pas, s'il faut s'endetter pour payer des salaires ou s'il faut s'endetter pour payer la dette, bon, effectivement, en ce moment-là, donc la productivité qui est attendue de cet endettement-là va être très lente à mais de plus en plus des voix internationales dénoncent justement ces taux d'endettement sur le plan international, mais absolument. En disant que c'est inacceptable que les pays africains soient constatés, pris en otage par rapport à l'endettement. Ils ne peuvent pas s'endetter alors que les autres pays peuvent le faire comme ils veulent. Si vous comparez le déficit des pays africains aux États-Unis, mais il y a l'Himalaya. Oui, d'accord, mais il y a la différence. C'est quoi? La différence, c'est que d'abord, les États-Unis, effectivement, vous avez raison, le ratio dette PIB aujourd'hui aux c'est les pays les plus endettés au monde. Ils empêchent les pays africains de s'endetter. Ils sont à plus de 100%, ils sont à 123%, mais même la France, qui est à côté de chez nous. Mais, sauf que ces pays, là, si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis ont c'est quelque chose que nous n'avons pas. Leur monnaie. C'est leur monnaie. Mais est-ce qu'ils dépendent justement? C'est pas judicieux aujourd'hui de parler de monnaie africaine. Oui. Parce que vendredi dernier, au niveau de la rencontre de la CEDEAO, ils ont relancé encore l'éco pour remplacer le franc CFA. C'est pourquoi, effectivement, il faut aller dans le sens de la souveraineté monétaire. Mais c'est ce que j'entends par souveraineté monétaire, c'est quand même aujourd'hui décliné en plusieurs étapes. Parce que c'est vrai, et là, quand même, si j'entends le discours des nouvelles autorités, c'est rassurant. Je pense que ce n'est plus de dire que nous allons créer une monnaie nationale sénégalaise, mais c'est de dire que d'abord, nous allons travailler dans le cadre de la CEDEAO. Bon, voilà. Et après cela, seulement, nous envisagerons quelle suite il faut convenir à cela. Bon, l'écho que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est dans le cadre de la CEDEAO. Donc, il faut maintenant que la CEDEAO, et je pense que sur plusieurs points, y compris sur des points politiques, la CEDEAO aussi doit faire sa mue. Il est grand temps que cette organisation-là sorte un peu de son mutisme, et puis fasse bouger les choses. Nous avons besoin d'avoir effectivement cette monnaie sous-régionale, et donc il faut aller dans ce sens-là vite et bien. J'ai vu qu'il y a de nouveaux délais, gageons qu'ils seront respectés. Mais les gens aujourd'hui disent que la CEDEAO va avoir des difficultés. Il y a l'AES qui a été créée, l'alliance des pays du Sahel avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ces deux pays, quand ils quitteront la CEDEAO, va impacter forcément le fonctionnement de la CEDEAO. Bon, dans les deux sens. Bon, parce que aussi ces trois pays, s'ils sortent de la CEDEAO, vont aussi avoir des impacts négatifs dans leur économie. Bon, déjà, le premier impact, c'est déjà si la CEDEAO, tel que je l'ai lu un peu, je ne sais pas si manifestement c'est ressorti dans le communiqué final, s'ils imposent des visas à ces pays-là, donc il n'y aura même plus le principe de la libre circulation de ces trois pays vers le reste de la communauté. Or, ils ont des échanges. Vous prenez le Mali échange énormément avec le Sénégal. Bon, donc, etc. Donc, je veux dire que
du côté négatif, le Sénégal aussi, de son côté, va perdre beaucoup au change. Donc, je pense que des deux côtés, il y a des choses à faire. Bon, je ne sais pas s'il est encore temps de les faire revenir dans le sérail de la CEDEAO. Mais bon, je veux dire que je pense que notre président a été délégué pour mener à bien donc des négociations de ce point de vue-là. Nous allons voir un peu, nous allons suivre la question et voir de plus près. Mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ça va amoindrir aujourd'hui la force de la CEDEAO. Or, ce n'est pas une bonne chose. Alors, pour la dette, pour terminer donc de ce point de vue-là, c'est que l'inconvénient d'une dette assez élevée, c'est le cas aujourd'hui du Sénégal, c'est que la dette a atteint un niveau tel que sa viabilité est en jeu. Donc, et quand on parle de viabilité, ça veut dire que nous n'avons plus les moyens quasiment de payer la dette. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais nous n'en sommes pas loin. Donc c'est pourquoi... Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter... Mais absolument. Donc il faut sauvegarder cette viabilité de la dette. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord de réduire les déficits budgétaires. Bon, nous avons comme programme de le ramener à 3% en 2025. Il faut y aller. Est-ce que la réduction de ce déficit passe par la rationalisation des dépenses de l'État et faire des dépenses efficaces? Absolument. Il faut donc aller vers la rationalisation des dépenses, c'est le premier élément, et vers une rationalisation des investissements. Donc pour ne privilégier que les investissements prioritaires, productifs, donc qui peuvent avoir une contrepartie, donc qui vont impacter sur la croissance économique. Ça c'est extrêmement important. Mais le Sénégal a constaté qu'il y a eu beaucoup de gonflements de la masse salariale de l'État du Sénégal, des fonctionnaires. Absolument. Ils se demandent aujourd'hui, est-ce que cette augmentation de masse salariale a un impact sur l'économie du Sénégal? Mais bien sûr. Est-ce que les gens qu'on a pris sont efficaces au travail pour produire de la richesse? Mais même avant d'en venir à votre efficacité, d'abord, même en termes normatifs, c'est-à-dire que la masse salariale était à 400 milliards en 2012. Aujourd'hui, elle est 700 et quelques milliards. Non, 1200 milliards. La masse salariale a été multipliée quasiment par... presque par 3. Bon, donc ça, c'est énorme. Donc, bon, aujourd'hui, le ratio qui permet justement de voir que nous sommes toujours dans les normes, parce que dans l'UEMOA, l'avantage aussi de l'union monétaire, c'est que nous avons des points de convergence qu'il nous faut respecter. En tout cas, c'est des ER qui nous permettent de regarder est-ce que nous sommes dans les normes ou nous ne sommes pas dans les normes. Bon, aujourd'hui, la masse salariale, ces 2 dernières années, mais nous sommes à la limite supérieure donc de ce qui est permis dans le cadre de l'UEMOA. C'est 35% ratio recette fiscale, donc masse salariale, recette fiscale. Alors qu'avant, nous étions assez confortables de ce point de vue. Mais là, nous ne sommes plus confortables. Nous ne sommes plus confortables. J'ai regardé aussi pour 2024, ça a peut-être diminué, mais de peu. Nous sommes toujours dans le 34, et quelques, etc. Donc nous sommes éloignés un peu des 35%, mais nous sommes toujours presque dans la marge supérieure. Donc la marge supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus la marge nécessaire, même pour recruter. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Donc je pense qu'en 2025, on attend donc des recettes supplémentaires et que par conséquent, peut-être que ça va... mais dans ce contexte, le gouvernement a initié des baisses des prix des denrées. Beaucoup de Sénégalais ont salué les efforts qui sont faits. Mais même s'il trouve encore qu'on peut encore faire mieux, parce qu'ils se plaignent les Sénégalais de la cherté des factures d'électricité, la cherté des factures d'eau, la cherté d'accès aux soins dans les hôpitaux. Oui, donc là aussi, comme vous l'avez dit, d'abord c'était un engagement politique. Bon, il faut déjà, quel que soit le niveau de la baisse, il faut déjà saluer la mesure. Maintenant, votre question, c'est parce que la difficulté que le gouvernement a rencontrée, c'est de concilier donc, la nécessité de subvenir aux denrées de première nécessité dans un contexte de contraintes budgétaires. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont hérité d'un pays où il n'y a plus de marge budgétaire. Donc ça, c'était très difficile. Mais quand même, ils ont réussi à, tout en gardant l'équilibre, à trouver quelques 53 milliards pour subventionner ces denrées de première nécessité. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ou plus. Bon. Moi, ma conception est un peu différente quand même. Je pense que si moi je devais conseiller le gouvernement ou si j'avais des responsables à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que le gouvernement a réussi à dégager une marge bénéficiaire tout en gardant l'équilibre budgétaire. Donc ça veut dire que ça n'a pas impacté sur le niveau du déficit budgétaire qui était prévu à 3,9. Mais par contre,
le déficit va augmenter de 0,9 points, donc 0,9 points, mais effectivement pour être à 4,5, mais c'est lié au fait que la croissance qui était escomptée ne sera pas au rendez-vous. Donc il y aura des moins-values fiscales de ce point de vue-là. Donc, ça veut dire que l'augmentation du déficit budgétaire n'est pas liée à la subvention des denrées de première nécessité. Mais ça vient dans quand on contexte au Cameroun, le Sénégal commence à avoir ses premiers barils de pétrole. Oui. Est-ce que dans le long terme, dans le moyen terme, oui, on pourrait s'attendre on diminue le coût de la vie? Parce que le Sénégalais qui te regarde aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est de payer son riz moins cher, son huile moins cher, amener moins cher, son enfant à l'école moins cher, aller à l'hôpital se soigner moins cher. Ma conviction, c'est que la baisse du coût de la vie ne se réglera pas par des subventions. La baisse du coût de la vie se réglera par une augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais. Ça veut dire donc qu'il faut travailler à leur donner des activités génératrices de revenus et à gérer la stabilisation, voire l'augmentation des salaires et des heures. Donc c'est ça qui peut amener effectivement à gérer. Parce que le problème de la hausse des prix est quelque part aussi lié à une inflation importée. Donc c'est une inflation que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. L'inflation au Sénégal, c'est 5%. Donc il faut produire localement. Il faut produire d'abord localement beaucoup plus et maintenant travailler à augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc, parce qu'il y en a qui n'ont pas de salaire mais qui ont des revenus. Voilà moi le segment sur lequel il faut privilégier plutôt que les subventions. Parce que les subventions, ça ne peut pas être ça ne peut pas régler. Absolument, ça ne peut pas régler des problèmes structurels. Ça peut régler des problèmes conjoncturels. Donc on peut aller dans ce sens. Donc pour atténuer donc disons un peu le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais ce n'est pas pour régler le problème définitivement sous ce rapport. Voilà, cher Nagnan, merci d'avoir défini nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes ancien directeur général de la CDC et ancien coordonnateur de la politique économique au ministère des Finances du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie.